في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. كان ضيفنا قبيليك سيد نبهان بوشعالة رئيس تونيجيان اوتوموتيف اسوسيشن، وكنا تفعلنا كنا حتى ذكرنا السيد فتحي سالوي قبيليك على الباكت، وتكلمنا على البيليه جديد، واكد لنا تحيه لي سي فتحي سالوي، اكد لنا اللي تمت اضافته كما قال حتى سي نبهان قبيليك. دونك ايضا تمت البيليه نتاع التحول الطاقي والبيئي، وتمت إضافة كأطراف معناتها وزارة البيئة، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة كما قال قبيل سي نبهان، للجنة القيادة نتاع الميثاق، وفما مجلس وزاري اللي أقر تكليف وزارة البيئة بإعداد تصور بخصوص التنقل الانتقال الطاقي التكنولوجي بالشراكة بالطبيعة مع الوزارات المعنية. كيك نعطيكم ديما تكون المعطيات الصحيحة. دونك اليوم في برنامجكم تحية لي فتحي سالوي، يكون معكم ديما في قلب الحدث. قبليك بالطبيعة جزء كبير من أعمال تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن كما سمعتوا قبل عملنا جورني سبيسيال اوتوموبيل، كان معنا فيليكس سارازان دونك بداية من الجي زد، وعن قريب إن شاء الله معناتها ديما احنا باش تصير بور لا تروازيام فوا دونك جورني سبيسيال اوتوموبيل. تعرفوا كل شهر خاصو جورني سبيسيال لقطاع من القطاعات دايوغ الجاي على مجال قطاع التأمينات les assurances في بلادنا، وبيانتو باش تكون دونك جورني اوتوموبيل بداية من هما معناتها من الجيزات بالطبيعة تاعها اليوم على عديد البرامج كانوا يحكيوا فيهم. هذايا حبيت للتوضيح. الآن حاضر معنا في الاستوديو في سياق اخر باش نحكيو على التحولات زاده ديما نحكيو، خلينا انه العالم قاعد يتبدل، العالم قاعد يتطور، باش نحكيو على التحولات اليوم في القطاع البنكي، ان تور دوريزون تاع الامباكت نتاع التكنولوجيا اليوم في عالم الماليه مع شارل اندري بيرجرون اللي هو مؤسس شركه ايزو يجينا من كندا. Bonjour, bienvenue à vous en Tunisie et sur les ondes d'Express FM. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Bonjour, merci de nous recevoir ici en Tunisie ce matin. Alors, avant d'aller, on va faire vraiment un tour d'horizon des questions technologiques et de l'impact de la technologie numérique aujourd'hui sur le monde financier. Nous allons aborder des sujets tels que la blockchain, la cybersécurité, bien évidemment, et comment aujourd'hui le consommateur de services financiers est en train lui-même de changer, et ses besoins sont en train de changer. Avant tout cela, peut-être en deux petits mots pour ceux qui ne connaissent pas EZO, l'entreprise que vous avez fondée, dont vous êtes le président aujourd'hui. Alors, l'ordre des questions... EZO. Okay. EZO, c'est une compagnie qu'on a créée. On est une équipe de 13 aujourd'hui. On est 4 collègues à être venus en Tunisie. EZO, ça a été créé il y a 2 ans, tout juste après le COVID. Et on voulait venir pallier à des gros problèmes qu'il y avait dans le domaine financier et bancaire, même dans un pays comme le Canada où le gouvernement lead un degré d'innovation assez puissant. On voulait réinventer un peu comment la gestion était faite, à quel point le consommateur, comme vous et moi, comment on gère nos finances, comment on pourrait mieux les gérer, comment cet avantage-là pourrait être propagé ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qu'on a développé au Canada peut être très intéressant pour des pays comme la Tunisie, par exemple. Est-ce qu'on peut redonner un pouvoir aux consommateurs de base tout en aidant les commerçants, mais en sécurisant aussi le gouvernement. L'inclusion financière, la liberté financière, la rapidité financière, on pourrait même dire l'efficience financière est une chose qui s'en vient dans le monde. C'est déjà en cours en ce moment pendant qu'on parle. Il y a des milliers de personnes qui travaillent là-dessus pendant qu'on discute. Et ce bénéfice-là va amener beaucoup de nouveaux revenus, autant pour les États que pour les consommateurs. Donc, c'est une révolution qui s'en vient. Et avec EZO, on a beaucoup développé au Canada et à cause d'un de nos investisseurs aviseurs qui vit présentement en Tunisie, on est venu faire une tournée en Tunisie et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter en Tunisie, mais on peut aller aussi au-delà du travail, on peut aussi construire en Tunisie. Donc EZO, c'est vraiment un produit pour le consommateur, pour le commerçant, pour la banque, pour le gouvernement, c'est pour tout le monde. On réinvente, il faut arrêter de voir le monde financier comme des entités individuelles, mais c'est vraiment un écosystème. Tout le monde travaille ensemble pour le bien de tout le monde. On parle d'une finance ouverte, mais d'une finance décentralisée, tout en étant contrôlée.
Et aujourd'hui, les besoins en service évoluent régulièrement, ils changent. Il y a toute une transformation qui est menée dans ce secteur. Vous l'avez dit. Si j'ai bien compris tout à l'heure, vous disiez que le gouvernement canadien, il est en train de mener également, d'être un peu leader sur ces questions de grande transformation dans le pays, et bien évidemment avec des acteurs comme vous ou d'autres acteurs. Alors, les questions peut-être essentielles aujourd'hui. Bon, la question, c'est l'impact technologique sur le secteur financier, mais on va l'aborder sous différentes peut-être sous-thématiques. Il y a la question de la blockchain, de la cybersécurité, de l'évolution aujourd'hui, bien évidemment, des services financiers. Et puis, avec une importante composante éthique dans tout ça, parce que tout ça, sans l'éthique, c'est pas important. Alors, blockchain finance et la question de la cybersécurité également. Ouais, vous voyez, nous, on aime bien redéfinir le terme vraiment blockchain. La blockchain, chaîne de blocs, c'est quelque chose qui avait été inventé il y a à peu près 12 ans aujourd'hui pour vraiment permettre à un écosystème, admettons, vous et moi, je veux vous envoyer de l'argent numérique, et comment on fait pour vérifier que cet argent-là existe pour de vrai. Et à l'époque, si on retourne dans les années 2000 avec des technologies comme DigiCash, qui étaient les premières formes d'argent numérique à l'époque, il n'y avait aucun mécanisme qui preventait, désolé, permettez-moi l'anglicisme, à la seconde que je vous envoie $1, ou disons un dinar digital, que je l'envoie à quelqu'un d'autre en même temps. Donc la blockchain, c'est venu permettre à un système de faire des vérifications technologiques. On délègue la responsabilité de la confiance, c'est-à-dire il n'y a personne qui vient vérifier que l'information ou l'argent que je vous envoie est réel. On est capable de déléguer la confiance à une technologie. Exact. Et ça, c'est une révolution parce que c'est comme si on enlevait la corruption. Il n'y a plus de corruption possible. Si on prend des mathématiques, par exemple, 1 plus 1 donne 2. 1 plus 1 donne 2 aujourd'hui, 1 plus 1 donne 2 hier et demain. C'est une vérité absolue. Et la blockchain, on peut la comparer à ça. C'est un système où est-ce qu'on peut déléguer de la confiance à une entité qui est présente, mais qui n'existe. Elle n'est pas physique, elle est vraiment dans le cloud, dans le nuage numérique, qu'on pourrait dire. Et ça, c'est super intéressant pour un monde financier. Parce que quand on pense à une transaction, exemple, je vais au commerçant et je fais un achat chez Magasin Général, par exemple, je fais un échange de biens, je donne de l'argent contre un bien. Et quand j'envoie de l'argent, en réalité, j'envoie de l'information. Donc la blockchain, c'est parfait pour ça. En ce moment, je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez votre carte et vous allez au magasin, votre carte de crédit ou débit, au moment où est-ce que vous tapez votre carte ou vous payez avec votre NIP, une fois que la transaction part dans le terminal, on peut parler entre 5 et 25 acteurs qui vont se parler. La raison pourquoi il y a autant de gens qui se parlent avant que le commerçant reçoive son argent, c'est parce que c'est toute l'infrastructure technologique du monde financier bancaire roule sur des designs, la construction. Les systèmes ont été construits il y a 50 ans et ce poids technique-là, il est encore présent aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de personnes impliquées dans une transaction parce que c'est pas nécessairement un problème de confiance, mais tout le monde a besoin de parler à quelqu'un. Il n'y a pas d'entité centralisée, il n'y a pas de repère central qui permet de déléguer ce poids technique-là. C'est là que la blockchain vient vraiment rentrer dans l'équation. On peut prendre beaucoup d'informations, on peut la traiter de façon sécuritaire, on peut la storer, on peut la communiquer, on peut s'intégrer avec, et tout ça a un coût très très minime. On n'a plus besoin de storer des données à l'infini, on n'a plus besoin de remplir des salles avec des données, on n'a plus besoin de faire des actions physiques pour traiter une transaction. Mais la blockchain, c'est pas la réponse. Et beaucoup de gens vont penser que la blockchain, c'est la solution finale, c'est la solution magique à tout problème. C'est pas vrai du tout. La blockchain, c'est extrêmement utile et très bon pour des domaines spécifiques, pour traiter de l'information. Mais on aura toujours besoin d'une intégration réelle. Nos grands-parents ne peuvent pas utiliser la blockchain, c'est trop compliqué. Je suis capable, mais ça m'a pris des années avant d'être capable et c'est encore compliqué. C'est là que les fintechs comme nous, ESO, viennent rentrer en jeu. On prend une technologie, on la simplifie, on la met dans les mains de monsieur, madame, tout le monde. Vous et moi, on va utiliser la blockchain dans quelques années. C'est 100% sûr. Mais on le saura pas. Ce qu'on veut faire, c'est prendre notre téléphone, cliquer sur 2 boutons et que ça marche. C'est ça qu'on veut en tant que consommateur. On veut une solution ouverte, on veut quelque chose d'efficient. On veut plus aller à l'ATM ou le guichet bancaire pour retirer de l'argent. On veut payer avec notre téléphone. On veut vivre l'efficacité financière. Et la blockchain, ça vient aussi aider beaucoup avec ça, mais c'est pas la solution finale. On parle de cybersécurité. Oui, c'est sécuritaire, mais seulement si c'est bien appliqué. Il faut toujours faire... Le futur financier, c'est un hybride entre le monde de la fintech et la blockchain. Très bien. Alors, aujourd'hui, il faut sécuriser tout ça.
Ouais, définitivement. Vous me dites c'est sur le cloud, donc il peut y avoir justement, même si on dit que la blockchain c'est safe, que c'est sécurisé, mais il y a des problèmes, de plus en plus de problèmes de sécurité sur le cloud, sur Internet, sur ces institutions et des attaques cybernétiques. Donc justement l'aspect cybersécurité aujourd'hui est essentiel. Oui, définitivement. Même qu'au Canada, il y a des lois qui viennent de passer, un peu comme la loi 25, qui est sur la loi sur la vie privée, qui oblige les entreprises à avoir des systèmes de sécurité extrêmement poussés pour la collecte des données privées, par exemple. Et le gouvernement va venir vérifier est-ce que ton système est sécuritaire. Ils vont même parfois, il y a beaucoup de grandes firmes au Canada qui vont engager des compagnies de hacking, entre guillemets, pour venir vérifier est-ce que ta sécurité existe. La cybersécurité, c'est quelque chose qu'on prend très, très au sérieux. Nous, dans notre équipe, un de nos membres fondateurs, notre CTO, notre chef de technologie, c'est quelqu'un qui a un background excessivement poussé là-dedans. C'est quelqu'un qui a aidé le gouvernement à faire des choses qu'on va pas trop dire à la radio, mais des choses très positives pour le pays, des choses très puissantes au niveau technologique. Et on sait exactement comment construire un système très, très sécuritaire. La cybersécurité, c'est un problème qui va arriver pour beaucoup d'endroits parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des volontés malveillantes et l'information financière. En ce moment, quand on pense à du cash, mettons qu'on prend un exemple d'un billet, un billet de 50 dinars. Vous pouvez pas hacker mon billet. Je l'ai dans ma poche. Si tu veux me le prendre, il faut que tu viennes me le chercher physiquement. Tu peux pas le hacker. Mais la finance de demain, ce dinar-là, il devient digital. Donc, il faut savoir le protéger. Il faut mettre en place les bonnes portes. Il faut mettre en place les bons prevent qu'on appelle. Il faut être capable de pouvoir lever des flags s'il y a des actions incohérentes qui arrivent. Et ça, c'est quelque chose que nous, par exemple, au Canada, on vit depuis notre très, très jeune jeunesse. Je pense qu'il n'y a jamais une banque au Canada qui s'est fait hacker, entre guillemets, pour de l'argent. Il y a des données qui ont fui. On a eu un gros scandale il y a 2-3 ans avec une grosse banque que pratiquement toutes les données des Québécois. On vient du Québec, les autres. En passant, c'est pour ça qu'on parle français. Ça s'entend. Ouais, ça s'entend un peu ici et là. On a perdu 5 millions de données, mais la fuite était toujours humaine, vous voyez. Une des raisons que la cybersécurité est si faible, selon moi, en ce moment dans le monde, peu importe on est où, c'est que le problème est toujours humain. C'est toujours l'humain qui va faire une erreur. On délègue pas assez à la technologie, on fait pas assez confiance aux maths, à des clés d'encryption. C'est vraiment des procédés. Vous voyez, je suis dans la salle ici, je suis avec un de mes aviseurs qui nous aide beaucoup à mettre ce qu'on appelle des process en place. Et la cybersécurité, ça va venir par des process. Qu'est-ce qu'un process? Un process, c'est vraiment des étapes de bonne gestion. C'est-à-dire, par exemple, la sécurité pour accéder à admettons, certaines parties du code ou de la programmation de notre technologie peut seulement être accédée selon certains cas. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah non, c'est pas important, on va mettre le mot de passe à quelque part, lui il peut y aller, lui aussi. » Et éventuellement, c'est toujours des problèmes qui vont ressortir après, surtout quand les compagnies vont grandir. Donc nous, à ESO, on est très 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 sérieux là-dessus. On a des experts qui viennent de cet univers-là dans notre compagnie. Donc on construit ça comme il faut. Et ça, c'est une expertise, je pense, qu'on va beaucoup pouvoir apporter au monde en Tunisie, au monde bancaire, au monde financier, en fait, à n'importe qui. La sécurité, la cybersécurité, c'est un besoin pour tous, que ce soit une banque, que ce soit ton application pour ta musique, ou n'importe quoi, c'est important, la cybersécurité. Et aujourd'hui, si on fait tout ça, c'est parce que le consommateur est en train en tout cas, les services consommés sont en train d'évoluer. Il y a toute une transformation. La transformation numérique est supposée être au service de toutes ces nouveautés, de tous ces changements qui sont en train de s'opérer, et surtout dans la manière de consommer des personnes, des clients, de ces institutions financières. Alors, quelles sont les dernières évolutions et quelles sont les évolutions futures? Vers quoi se dirige le monde de la finance demain? Selon nous, la finance de demain, c'est une finance décentralisée, mais tout en étant contrôlée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une finance décentralisée, c'est une finance où le consommateur, vous et moi, on a beaucoup plus de pouvoir et de flexibilité. On n'a plus besoin d'aller au guichet, on peut faire nos opérations financières dans notre divan chez nous, chez soi, en 2 clics. On est capable de faire ça 7 jours sur 7. Il n'y a plus de jours ouvrables. Nous, on pense que les jours ouvrables en finance ne font pas de sens. Un consommateur devrait pouvoir utiliser son argent en tout temps, peu importe il est où. La finance de demain, c'est une finance efficiente. C'est une finance où le consommateur paye beaucoup moins de frais. En payant moins de frais, dû à un système où il y a moins de parties impliquées, comme on parlait plus tôt, le consommateur a plus de pouvoir d'achat. Et ça, c'est un avantage pour tous les partis. Plus de pouvoir d'achat, c'est plus de dépenses. Plus de dépenses, c'est plus de revenus, autant pour l'État que pour les PME. La finance de demain, en fait, je vais vous donner une parenthèse qu'on a remarqué quand on est arrivé en Tunisie. C'est notre 2e voyage en Tunisie. On était déjà venu au mois d'octobre, passer une semaine. Et on avait remarqué, qu'il y avait peu de jeunes d'ailleurs, qui avaient des cartes bancaires. Et ensuite de ça, on est allé dans les souks, on est allé se promener sur le terrain, et on a remarqué qu'il y avait peu de commerçants qui avaient des solutions de paiement.
Et là, on s'est dit, il y a une espèce de cercle vicieux qui se dessine, parce que les gens vont dire pourquoi j'aurais une carte bancaire si je peux pas payer avec. Et là, on parle au commerçant, et le commerçant nous dit pourquoi j'aurais un TPV si personne n'a de carte bancaire. Et là, on est pris dans une situation qui bloque l'innovation, qui bloque le développement. Et la finance de demain, c'est où ce problème n'existe plus. Le consommateur a accès à une solution de paiement, de bancaire, financier, voyez-le comme vous voulez, facilement. Il peut s'inscrire en 15 minutes à une solution qui est ouverte, qui est utilisable. Le commerçant, même chose. Il peut recevoir des paiements de toutes sortes, que tu sois un touriste, que tu sois un Tunisien local, peu importe le mode de paiement que tu prends numériquement, je peux le traiter, je peux l'accepter. Je ne perds plus de vente. Le consommateur peut dépenser de façon plus efficace. Il n'y a plus besoin de perdre du temps pour aller au guichet. Ça peut paraître rien, mais ça a des gros impacts énormes si on calcule ça. Imaginons le temps dans une vie que, en ce moment, les gens prennent pour aller au guichet si ce temps-là est mis ailleurs. Si cette friction, déplacer son auto, l'essence, ça a un impact énorme à la fin. Vous me parlez aussi, quels sont les nouveaux produits, les nouvelles utilisations que les gens vont avoir? Ben, la crypto, par exemple, la crypto-monnaie. Nous, au Canada, c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps. J'ai un tatou de Bitcoin sur mon bras. Ça a été mes premières aventures dans le monde. La blockchain, notre expertise vient de là. Ça a été mon premier bébé, ça a été une compagnie de blockchain. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'on peut amener beaucoup en Tunisie, surtout avec l'aspect régulation. Le Canada est très, très régulé. On est régulé au niveau fédéral, mais aussi au provincial. C'est comme si on avait 2 pays en même temps qui nous régulaient. Et il y a beaucoup de standards qui sont créés au Canada qui sont mis dans le monde après. Donc, la crypto-monnaie, je vous dirais que ça serait un premier. Le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça, c'est quelque chose on va apporter beaucoup, beaucoup en Tunisie, nous, personnellement. Ensuite de ça, je pense qu'on peut parler beaucoup aussi des produits d'épargne ou des achats en ligne. Je vous donne une statistique, 50% des gens dans le monde n'ont jamais fait une transaction en ligne. Et si on va dans les pays plus pauvres, un peu comme, admettons qu'on dirait le Bangladesh, où on parle de 5% seulement des gens qui ont un compte de banque, 90% des gens n'ont jamais acheté en ligne. C'est vraiment quelque chose qui est vu comme un bien réservé à la richesse. Demain matin, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Acheter en ligne devrait être un besoin. La capacité, de faire un achat en ligne va devenir une chose de tous les jours. C'est une chose de tous les jours pour moi en ce moment. Après ça, on parle de l'épargne. Les comptes épargne devraient être plus accessibles. On parle aussi... Quand on parle de l'épargne, on peut voir ça aussi comme l'investissement dans un sens, pas juste un compte où on laisse de l'argent dormir. Une des technologies qu'on va sortir en Tunisie bientôt, c'est la capacité pour un Tunisien, avec seulement, disons, 5 dinars, d'acheter une fraction d'une action d'une compagnie. Exemple, je suis chez moi, j'ai 5 dinars, je peux acheter 5 dinars de Apple. Ça veut dire qu'on est capable de dire aux gens, peu importe combien d'argent tu as, tu es capable d'investir. On était à l'université Sésame il y a quelques jours et on parlait aux gens et on disait pourquoi, on demandait aux étudiants combien de gens dans la salle avaient un compte de banque. Et seulement 10% des gens avaient un compte de banque. On prend la peine d'analyser ça, de parler aux gens après. Et il y a des gens qui nous disent, moi, j'ai même pas assez d'argent pour ouvrir un compte de banque. La finance de demain, tout le monde a un compte de banque. Au Canada, à 15 ans, on a un compte de banque. Je peux pas travailler si j'ai pas de compte de banque. La finance de demain, c'est une finance où tout le monde a un produit qui peut payer, dépenser, investir, transférer facilement à low cost. Il nous reste moins d'1 minute. Alors, la question éthique, rapidement, même si on a abordé La question éthique, je pense qu'elle va vraiment venir dans des bons process encore, c'est-à-dire des frais transparents, des frais réels. Vous voyez, à l'époque, il y avait beaucoup plus de friction, donc c'était normal que les frais étaient beaucoup plus élevés. Mais ce frais-là est encore présent aujourd'hui et cette friction-là a plus vraiment raison d'être. Donc, en coupant une grande partie de cette friction-là, on va redonner beaucoup d'argent dans les mains du consommateur, dans les mains du commerçant. Et ça, comme je disais encore, c'est tout le monde qui est gagnant. C'est 5 dinars de plus, c'est de la nourriture, c'est de l'écosystème, c'est de l'infrastructure pour le gouvernement, c'est de l'argent dans les poches des gens, c'est de l'avenir financier. Et c'est aussi de mettre en pratique des bons suivis pour les compagnies. Exemple, nous, on vient en Tunisie, le gouvernement nous aide à s'introduire, on va aider la population après, on va redonner, on va construire des choses. C'est la finance de demain, c'est une finance aussi où est-ce que la pollution est coupée. Je vous donne un exemple, les technologies digitales vont couper 50% de la pollution dans le monde du paiement. Et le monde du paiement, c'est très polluant, c'est la 4e industrie la plus polluante au monde. Avec des technologies où tout le monde paye de façon digitale, on coupe ça. Ça a un impact sur le CO2 aussi, donc c'est pas juste aussi pour nous, c'est aussi pour l'environnement, c'est redonner l'argent aux gens. Moi, je pense que les compagnies de paiement vont pouvoir faire leur argent tout en faisant des choses transparentes et pour tout le monde. Et ça va arriver parce que tout le monde travaille là-dessus.
nous, on compte le faire à 100%, mais advenant qu'on n'existerait pas, quelqu'un d'autre va le faire. C'est pour ça que les gens n'ont pas le choix d'évoluer. Les banques sont en train de s'adapter d'ailleurs aussi, sont très ouvertes à ça. Les gens vont penser que les banques veulent garder ça dans le passé. C'est pas nécessairement vrai. Moi, je vous le dis parce qu'on parle au directeur général de ces banques-là. Ils sont ouvertes, ils savent qu'il faut changer, ils veulent changer aussi, ils veulent donner un meilleur service, ils veulent être mis à jour. Et ils sont en train de le faire. Je vous dis, il y a des gros, je peux pas trop en parler en ce moment, mais il y a des grandes choses qui s'en viennent en Tunisie. Et nous, on pense vraiment que grâce à un partenariat Canada-Tunisie qu'on est en train de construire, ben on va pouvoir amener la Tunisie comme leader bancaire en Afrique. Et quand je dis leader, je pars un grand bout. Là. C'est vraiment solide qu'est-ce qu'on s'en vient amener. Merci à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je rappelle à nos auditeurs, pardon, Charles-André Bergeron, donc vous êtes le fondateur de EZO et vous venez de plus en plus en Tunisie, j'ai l'impression, donc la prochaine sera dans pas longtemps, donc que les va-et-vient se rapprochent. Dans quelques mois, oui. Dans quelques mois. Ben, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin.